Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneurs, des entrepreneuses et du mindset. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une invitée. On va parler transition, coaching, management, puisqu'aujourd'hui nous recevons Céline Capdupuis de C2L Transition. Bonjour Céline. Bonjour Virginie. Alors on va parler de tout ça avec toi, mais d'abord il y a ceci. Céline, tu nous viens de Bayonne, tu vas nous parler de l'entreprise que tu as fondée qui s'appelle C2L Transition. J'ai cité un petit peu les mots-clés, mais il y en a plein. Comment est-ce que tu définirais ton offre de service ? Eh bien, l'offre de service de C2L, c'est une histoire de trajectoire, puisque l'inspiration vient directement de mon passé professionnel et aussi d'un animal que j'affectionne, qui est la libellule. Et je crois que nous avons une libellule pas N'est-ce loin pas voilà. Sur ta veste. Exactement, je ne suis pas venue toute seule. D'accord. Et en fait, c'est un animal qui a l'habitude de démarrer dans l'eau et qui va dans l'air, donc un changement d'environnement. Et aussi qui a la particularité de ne jamais aller en arrière. Et donc, quand elle veut aller quelque part, elle va changer de trajectoire, toujours en avançant. Et ça traduit assez bien ce que j'essaye de faire avec mes clients. Et ta personnalité, je suppose aussi, de vouloir toujours aller de l'avant. Oui, assez. Aussi. Alors, si on parle justement de tes clients, tu as des groupes internationaux, des entreprises de taille intermédiaire, plusieurs secteurs aussi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. De l'héritage de mon parcours professionnel, pendant 20 ans dans l'industrie, j'ai effectivement aujourd'hui une clientèle de clients plutôt nationaux, des grands comptes, dans différents secteurs de l'industrie, très différents de l'industrie pour le coup, qui sont les métiers du service, d'aide à la personne, de la restauration collective et professionnelle, et puis aussi de l'entreprise du bâtiment, et plus localement, des PME. Et cette fois-ci dans des métiers très divers, soit de dirigeants autonomes, soit plutôt des métiers à nouveau liés au bien-être, avec par exemple des instituts de beauté. D'accord, donc une clientèle variée qui fait appel à toi sur des missions de management, notamment tu accompagnes des managers de transition, c'est ça ? Alors j'ai moi-même démarré en tant qu'indépendante avec des missions en management de transition sur des fonctions de direction stratégique. Et ça m'arrive aujourd'hui d'accompagner en supervision certains managers de transition qui sont en mission. Et le principal de mon activité aujourd'hui est plutôt sur l'accompagnement des dirigeants et de leurs équipes. Avec des grands besoins. Oui, avec des thématiques sur l'intelligence collective, des dynamiques relationnelles, et qui sont le quotidien en fait des problématiques de management d'équipe. Voilà. Est-ce que tu trouves que justement ces dirigeants viennent à toi facilement, ou est-ce que parfois malheureusement il n'y en a pas qui viennent un peu trop tard ? C'est jamais trop tard. Moi, j'ai l'habitude de dire que un dirigeant, il a le courage déjà de regarder en face ce qu'il peut faire évoluer, ce qu'il peut transformer, sans dire toujours, sans regarder ce qui ne va pas, mais plutôt ce qu'il peut faire évoluer. Et c'est courageux et c'est aussi un signe de confiance qu'il va placer dans son organisation. Et ce que je veux dire par là, tu sais, c'est que parfois, il y a une espèce de solitude quand même du dirigeant, dont on parle beaucoup. Alors, on sait qu'il y a des réseaux, parfois même d'affaires, dans lesquels on peut aller. Mais je trouve que c'est un vrai cadeau que peut se faire un dirigeant. Moi-même, d'ailleurs, j'ai utilisé le coaching. Et ça permet d'aller puiser des choses enfouies et d'avoir surtout de la lucidité. Oui, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Moi-même, en étant dirigeante dans l'industrie, j'ai toujours pris le parti d'être accompagnée par des coachs professionnels, soit en individuel, soit en accompagnement d'équipe, surtout quand on a des projets majeurs à piloter. Bien sûr. Donc, moi, ça m'est arrivé d'être à la tête d'équipe avec des projets de transformation stratégique où il faut tout changer, on a une page blanche à écrire et rien n'est plus aussi confortable que d'avoir un regard extérieur qui va nous accompagner à mettre l'équipe dans la bonne direction. C'est ça. Si on parle de ton parcours, alors un parcours un peu atypique parce que tu as une formation d'ingénieur de base en sécurité, oui. Donc plutôt le côté scientifique. Et qu'est-ce qui te ramène au coaching En fait, je crois que ça a été une évidence au cours de mon parcours professionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand j'ai pris un challenge, qu'il soit très technique, très opérationnel, ce qui m'a toujours marqué, c'est la dynamique humaine. Et donc, j'ai très vite compris que rien ne me rendait plus heureuse que de voir les autres réussir.
et avoir confiance en eux et se voir faire des choses qu'a priori, ils ne se sentaient pas capables de faire. Et ça a été un marqueur fort de toutes ces années dans mes fonctions opérationnelles, managériales. Et c'est naturellement que je me tourne vers l'accompagnement. Et pour ça, je vais me former dans une école d'excellence, qui est une de mes valeurs. Et je vais effectivement faire une certification de coach d'organisation à HEC. Ouais, donc on aura l'occasion de reparler effectivement de ce type de formation. J'ai noté aussi de grands groupes, Nestlé. Tu as aussi travaillé pour le groupe Rocket, Oui. dans le management de production, donc avec des groupes tu as dû manager plus de 100 personnes. Et Nestlé d'ailleurs, donc tu étais la première femme à occuper ces postes, hein, c'est ça? Chez Rocket. Nestlé Afrique. Non. En fait, oui. J'ai souvent eu cette carte d'être la première, dans le sens où effectivement, quand Nestlé me propose de créer la fonction sécurité santé au travail sur le continent africain, c'est un pari. J'ai pas 30 ans, je suis une femme et donc j'y vais avec cette carte d'être la première femme assez jeune, assez junior. Et chez Rocket, de la même façon, je démarre ce beau parcours chez cet industriel français en étant la première femme directrice d'usine. Génial, bravo. Et alors après, il y a la crise Covid qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe pour toi là? Pilotage de la crise Covid, c'est une expérience dure, mais assez. C'est une des expériences la plus riches humainement pour moi. Et je me questionne sur le projet d'après, l'étape d'après. On nous dit souvent dans les plans de carrière, qu'est-ce que tu veux faire après? Et la réponse, elle est évidente que c'est pas du tout de continuer à monter dans un organigramme. Et que j'ai envie de continuer plutôt à aider les équipes, les collectifs de toute nature à s'affirmer dans leurs projets, à se voir réussir. Et donc, c'est pour ça que je décide d'aller vers l'accompagnement. Et tu t'envoles tel une libellule vers la création de ton entreprise. C'est ça. Ces deux ailes transition. Oui. Concernant les managers que tu accompagnes, selon une étude en 2024, 30% d'entre eux, les managers, n'ont pas reçu de formation ou n'ont jamais été formés au management. Et pire encore, j'ai vu aussi dans une étude que certains n'ont pas choisi. Donc c'est un management imposé. Ça fait peur, non? À nouveau, la peur, c'est un sentiment que je reconnais, mais que j'essaye de traiter différemment dans mes accompagnements. En fait, ce qui interpelle en tout cas, c'est qu'effectivement, on a pu penser à une époque que réussir, c'était devenir manager. Et on a peu investi. Effectivement, les organisations ont peu investi. Ou en tout cas, elles sont rares encore aujourd'hui. On voit, il y a de très belles entreprises françaises qui ont des campus de formation et qui investissent énormément. Oui. Et là, on voit la différence. Quand un manager est accompagné au cours de sa carrière à passer des étapes, à avoir des formations, à avoir des partages d'expériences inspirants, à avoir un coach, effectivement, là, on voit l'effet sur la performance globale de l'entreprise. Alors, tu parles du coaching. Effectivement, on constate aussi une explosion du coaching. Il y a des coachs en tout aujourd'hui, devenir rentier à 30 ans, des coachs en ménopause, des coachs sur tout type d'activité. Je ne porte aucun jugement là-dessus. Et forcément, ça m'amène avec un sujet d'actualité qui est le film Gourou. Tu l'as vu avec Pierre Ninet ou tu vas aller le voir? Pas encore. J'attends que l'actualité passe et je vais aller le voir en étant au calme. Voilà, donc Pierre Ninet qui incarne ce rôle de coach et qui répète donc devant l'auditoire ce que tu veux, c'est ce que tu es. Il incarne donc ce coach en développement avec quand même ce côté très charismatique, très gourou. Et qui interroge quand même sur le rapport entre inspiration, influence, manipulation. Et quel est ton avis sur tous ces coachs qui sortent là comme des champignons, sans formation pour certains? Oui, alors ce qui est effectivement le plus délicat, c'est l'absence de formation. Moi, j'ai fait un choix d'aller vers quelque chose à nouveau qui fait écho à de l'excellence. Je suis supervisée, j'ai aussi un parcours thérapeutique. Personnel. Donc ça nous ramène à l'essence même de ce métier qui répond à une fédération métier, qui répond à des codes, à un code de théologie, une éthique. Et ce film, je crois qu'il nous a fait finalement sourire dans la communauté des coachs professionnels. Pas sourire au sens moqueur, mais sourire au sens de
finalement, c'est une bonne opportunité de remettre les choses en perspective. Et oui, nous avons tous des besoins et le développement personnel en est un. Et je trouve toujours très sain que les personnes puissent s'interroger sur qui elles sont, comment elles ont envie d'être demain. On fait face à des problématiques lourdes parfois dans nos vies. Et donc d'aller trouver un thérapeute, d'aller trouver quelqu'un qui va vous faire réfléchir sur vous-même, c'est toujours une bonne idée. Ensuite, dans un parcours plus professionnel, quand on parle de transformation en entreprise, là, effectivement, j'invite toujours mes clients à réfléchir à comment ils veulent le faire, avec quels moyens, avec quelles ressources. Et je crois que la différence, elle se fait naturellement pour nos clients. Et donc, donc, je différencie le développement personnel, qui est plutôt un accompagnement dont parfois les gens ont besoin. Je ferais peut-être un parallèle un peu radical, mais c'est comme quand quelqu'un ressent le besoin d'aller dans une église le dimanche, même s'il n'est pas pratiquant au quotidien. Il a une écoute, il y a quelque chose qui se passe et c'est OK. Et ensuite, quand il s'agit de travailler en profondeur, là, il s'agit de se tourner vers des professionnels. Bien sûr, mais ça peut être complémentaire, comme tu le soulignais, avec un travail thérapeutique où on va travailler sur le passé, on va peut-être essayer de réparer. Oui. Et qu'est-ce que tu mettrais comme mot en face de comparaison avec le coaching ? Le coaching, il n'a pas vocation à réparer. Le coaching, il a vocation à regarder non pas des problèmes, mais des symptômes et de se dire, à nouveau, quelle lecture on peut faire ensemble du symptôme. Et le coach n'intervient jamais en tant qu'expert. Il a le rôle d'accueillir ce qui est devant nous et d'en proposer une lecture avec souvent un questionnement qui est assez riche, nourri. Et moi, je dis toujours que ma valeur ajoutée, c'est d'aider mon client à se poser de meilleures questions. C'est ça. Et alors, parfois, c'est surprenant. Moi, je me rappelle le premier rendez-vous avec mon coach. J'attendais et il me dit alors on bosse sur quoi aujourd'hui? J'ai dit mais je sais pas, c'est vous qui allez me dire. Il me dit mais non Virginie, c'est vous qui allez bosser en fait. Ouais. Et c'est toujours le client qui est à la manœuvre. C'est ça. C'est lui qui tient la barre. Et d'ailleurs les séances sont épuisantes. Je me souviens j'avais des rendez-vous après et je pouvais pas les assumer parce que je sais pas comment réagissent tes clients, mais on va bosser quoi. Oui. Oui, c'est une mise au travail. À nouveau, c'est pour ça que je parlais de courage tout à l'heure. C'est une véritable mise au travail, c'est un engagement de transformation personnelle au service d'une finalité qui est souvent la performance de l'entreprise ou du bien-être de l'organisation. Totalement. Comme tu travailles avec beaucoup de dirigeants, de chefs d'entreprise et de managers, est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils que tu donnerais aux gens qui managent ? De s'écouter, toujours s'écouter, se faire confiance. Et puis qu'ils gardent toujours confiance en la capacité de l'organisation à bouger par elle-même. Déjà de se questionner, oui, bien sûr, et dans les salariés, les managers intermédiaires de proximité, jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. Et à nouveau, quand un problème ils font face à un problème et que ce problème revient et qu'ils sont toujours dans la même tentative de solution, c'est de se dire, OK, j'ai fait de mon mieux. Et là, je vais essayer quelque chose de différent et je vais me faire confiance pour ça. Et c'est là où tu peux intervenir en plus en renfort, je dirais, avec des ateliers peut-être d'intelligence collective avec les salariés aussi ? Oui. Par exemple, quelque chose que j'aime bien faire, ce sont des ateliers d'intelligence relationnelle. C'est une méthode qui est inspirée clairement du co-développement, de paillettes et champagne. Rien de nouveau sous le soleil, c'est du co-développement. Par contre, ma proposition, c'est de l'internaliser au sens que, à nouveau, ce soit un outil managérial et pas simplement une réunion qu'on va organiser pour résoudre un problème. Mais c'est bien de se mettre dans un état d'esprit et une culture managériale où l'intelligence collective a sa place et on va essayer de résoudre ensemble quelque chose. Parce que tout seul, dans son coin, on a essayé, on a des écueils, on voudrait faire différemment, on voudrait faire mieux. Et donc ça, de l'internaliser avec un accompagnement sur plusieurs semaines, ça fait monter en compétence les managers et ils grandissent sur l'écoute active, ils grandissent sur leur capacité à poser des questions et à poser des questions différentes. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi autour de la questiologie avec Frédéric Fallis. Et donc forcément,
eh bien là, on ouvre des portes incroyables en multipliant des questions qu'on n'aurait pas posées au départ. Avec le fameux QQ-QCP, par exemple. Ça, c'est la base. Voilà, c'est ma casquette d'avant en étant en usine aussi. Résolution de problèmes, on démarre avec ça. Et ensuite, c'est élargir et éviter de tomber dans une question du type est-ce que, mais plutôt comment, quelles hypothèses fais-tu pour arriver à cette conclusion. C'est ça. Et en préparant l'émission, tu disais aussi qu'il faut davantage clarifier les rôles, les postures, les décisions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de management qui sont liés tout simplement à un manque d'écoute, ou parfois même trop d'écoute, et qu'on ne sait pas toujours qui fait quoi. Tu le constates aussi, cet écueil-là Oui, il y a toujours, quand j'interviens et quand je commence par une période de diagnostic avec des interviews, c'est vrai que souvent la question des rôles et responsabilités arrive très vite. Qui fait quoi, jusqu'où va mon rôle, qu'est-ce qui est dans mon périmètre d'influence. On vient me challenger là-dessus, mais qu'est-ce que je peux y faire finalement. Donc ça reste toujours une problématique très présente. C'est ça. Céline, tu connais l'émission ? Oui. Est-ce que tu sais ce qui va se passer maintenant ? Tu connais un peu ? Tu vas me poser une question. Alors effectivement, Céline, l'agenda va s'afficher sur le retour écran et tu vas devoir choisir un horaire de rendez-vous. Je crois que je vais prendre 16h, l'heure du goûter. L'heure du goûter. Alors, le rendez-vous de 16h va s'afficher. Voici la question. Si vous deviez citer un échec professionnel ou personnel qui finalement s'est transformé en opportunité, lequel choisiriez-vous ? Toujours difficile pour moi de raisonner en échec, mais en tout cas en épreuve peut-être. Tu sais, on dit parfois que rien n'arrive par hasard ou qu'on comprend après. Je crois que l'épreuve qui a été la plus marquante pour moi, c'est de rencontrer une personne qui a pas eu de très très bonnes intentions à mon égard. D'accord. Et ça a vraiment été un déclic, une prise de conscience. Ça m'a sorti de ma naïveté et peut-être de ma juniorité. Sans me montrer indiscrète, mais est-ce que tu peux juste nous dire si tu es une personne à titre professionnel, personnel ou les deux ? Professionnel. Professionnel, d'accord. Et en fait, cette situation m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires qui sont toujours à mes côtés aujourd'hui, qui me suivent dans mon parcours professionnel. Et je pense en particulier à Brigitte, qui m'a montré d'autres perspectives. Brigitte, si elle nous entend, un petit coucou. Petite dédicace à Brigitte. D'accord. Oui, c'est un peu ça aussi, la vie des hauts, des bas, parmi les personnes que tu accompagnes. Et moi, j'aime beaucoup parler de l'impermanence. Oui. Rien n'est définitif. Ouais. Et comme la libellule qui change de chemin, mais exactement. Toujours, qui ne recule jamais. C'est ça. Merci beaucoup, Céline. C'était vraiment passionnant de t'écouter sur ces sujets. Merci d'être venue. Merci à toi, Virginie. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous et je vous dis à très bientôt.